Mali, les partis politiques refusent de mourir alors que le gouvernement adopte un avant-projet de leur dissolution conformément aux prescriptions des assises nationales. Les formations politiques et leurs animateurs ne décolèrent pas. Ils envoient carrément dans les rues leurs militants à Bamako pour, disent-ils, exiger un retour à l'ordre constitutionnel. Quel est le vrai agenda de ces partis politiques et face à la situation, quelles ripostes doivent préparer Assimi Goïta et les siens afin de maintenir un climat de sérénité politique indispensable pour opérer les réformes politiques en profondeur? La parole à nos meilleurs spécialistes du Sahel pour analyser la conjoncture politique malienne au plateau. Luc Kouméabalo Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous avoir. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous êtes également le président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. Avec vous, une surprise de taille aujourd'hui, l'homme qui ne change pas, mais qui a changé, c'est Kodou Kekewe. Bonjour. Bonjour Gilles, il ne faut quand même pas faire rire le monde. Donc, oui. Bonjour à toi, bonjour à tous nos téléspectateurs. J'espère que chacun est revenu de la messe et qu'il peut s'offrir un petit temps avec nos débats. Donc bonjour et bon dimanche à tout le monde. Mais son excellence qui a fini par trouver un chapeau à sa taille, enfin disons à sa tête. Ouais. Il est plutôt très élégant. Sangoyo Kekewe, ancien ambassadeur du Togo notamment, il est journaliste Mali. Les partis politiques sont-ils en mission pour nuire à la transition? C'est le thème, vous êtes conviés à enrichir cette émission. Nous y reviendrons. Mais d'abord, je voudrais comprendre avec vous ce que vous pensez de la dissolution de ces partis politiques. Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce que c'est nécessaire pour la refondation opérée là-bas au Mali, la refondation politique en cours? Il faut rappeler que c'est une des recommandations des assises nationales. Luc Abaki. Disons que c'est plutôt une suspension. Le décret qui a été pris suspend les activités des partis politiques. Non, pas la suspension des partis des activités, mais la dissolution des partis politiques eux-mêmes. Eh bien, écoutez, si le contexte y prête... Je pense qu'il faut quand même analyser un peu le contexte malien, qui est similaire à celui du Burkina, celui du Niger. Le Mali est un pays en guerre. Et quand on parle de la guerre, ça veut dire que c'est le sort même du pays qui est mis en jeu. Et dans un tel contexte, il n'y a pas lieu de tergiverser, il n'y a pas lieu d'avoir de la complaisance, etc. Il est question pour les citoyens maliens et leurs gouvernants de focaliser toute leur énergie et leur attention sur la cause commune qui est de sauver l'État malien. L'État malien fait face à des terroristes, à des prédateurs extérieurs, à des conspirations qui font que l'existence même de ce pays est menacé. À partir de ce moment-là, il n'est plus question de parler de la politique ou des gens qui viennent nous divertir. Quelle est la mission ou la vocation d'un parti politique? C'est d'œuvrer pour conquérir le pouvoir. On est d'accord? Ça veut dire que pendant que des milliers de personnes sont en train d'être décimées, la préoccupation, malheureusement, des responsables politiques, c'est comment faire pour trouver le pouvoir. Surtout dans ce contexte où beaucoup de combattants meurent au front pour la cause du Mali. Mais s'ils sont en mesure aujourd'hui d'organiser des manifestations, c'est sans doute parce qu'il y a la sécurité aujourd'hui au Mali, à Bamako, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils se souviennent des centaines de personnes qui meurent également de façon innocente parce que des gens sont tapis dans l'ombre et ont décidé tout simplement d'attaquer leur pays? Donc je pense qu'il faut avoir la raison gardée et comprendre que, en tout cas pour ces leaders politiques-là, comprendre que tout le monde doit s'engager dans cette cause-là. Après quoi? Lorsque le pays sera stabilisé, lorsque les conditions de circulation et d'existence même des citoyens maliens seront réunies, bien sûr, on revient à cette question de l'expression démocratique, etc., etc. Mais pour le moment, le sort du Mali est engagé. Et il n'est pas question, en tout cas, de laisser le désordre s'installer. Excellence, la dissolution des partis politiques au Mali, est-ce que c'est nécessaire? Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que la question ne devait même pas se poser. La dissolution ne devait même pas poser de problème. Parce que quand on parle de refondation, ça veut dire que
on rase tout, on construit neuf. On a dissous les partis. On n'a pas dissous les fondateurs des partis. On n'a pas dissous les militants des partis. C'est les partis qu'on a dissous. C'est-à-dire que les dirigeants des partis sont encore vivants et en temps opportun pourront recréer leur parti. Bon, maintenant, on me dit qu'ils mobilisent leurs militants dans la rue. Mais s'ils ont autant de militants à mobiliser dans la rue, mais tant mieux qu'on les envoie au front. Parce que plus tôt la guerre antiterroriste finira, plus tôt les militaires seront disposés à organiser des élections. S'il n'y avait pas le terrorisme, est-ce que quelqu'un serait en train de dissoudre les partis? Donc, tu ne peux pas mobiliser des gens pour marcher à Bamako, dans la capitale, si tu n'es pas capable d'en mobiliser pour aller combattre les terroristes. Parce que le problème, c'est le terrorisme. Et ce terrorisme, Gilles, le terrorisme était là quand des démocratiquement élus étaient au pouvoir. Ibeka, il était démocratiquement élu. Il était au pouvoir. Sans ce moment que les terroristes marchaient sur Bamako. Mais c'est vrai ou c'est faux? Et quand tu viens au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, il était démocratiquement élu, mais les terroristes étaient en train de prendre tout le Burkina. Aujourd'hui, des gens arrivent, ils prennent le pouvoir à Bamako, ils stabilisent la situation, et vous dites que, ah non, que la situation sécuritaire s'empire. Mais tant mieux, allez vous battre. C'est-à-dire que vous avez une raison supplémentaire pour mobiliser vos gens pour aller se battre. Oui, mais quand on dissout les partis politiques, c'est quand même des dommages concrets à ceux qui ont formé ces partis. Parce que pour reconstituer un parti politique, il faut de l'argent, il faut de l'énergie, il faut mobiliser des gens. Attends. Un parti politique, ce n'est pas une SA, ce n'est pas une société à action, ça va rapporter combien? Justement parce que eux, leurs partis politiques sont des sociétés qui rapportent de l'argent, qui ont ce genre de raisonnement. Parce qu'on a dissous le parti, on n'a pas dit que c'est éternel. Il faut quand même une certaine stabilité dans le pays, parce que l'organisation, après un si longtemps, l'organisation des élections doit être faite sur une base consensuelle. C'est-à-dire que l'opposition, les partis politiques, l'armée, et on organise et on élit quelqu'un à qui tout le monde obéit au doigt et à l'œil, et le pays continue à vivre. Maintenant, vous dites que vous êtes des opposants. Tous ceux qui meurent, ça ne vous dit rien. Votre pays, Kidal, était pris, le Nord était pris, les militaires sont venus, ils ont remis de l'ordre, ils vous ont ramené vos territoires, et aujourd'hui, ceux qui ont pris Kidal et exploité les richesses, ceux qui étaient tapis à Tenzawaten, ceux qui étaient tapis dans d'autres localités, que les militaires ont reconquis après de lourds sacrifices, aujourd'hui, vous faites leur jeu et vous dites non, nous, en tant qu'opposants maliens, on n'est pas d'accord que tel pays étranger n'exploite plus notre pétrole, notre or. On doit leur donner ça, parce que c'est la démocratie. Mais les autres pays défendent leurs intérêts. Vous, en tant qu'opposant, vous défendez quel intérêt? Si vous défendez les intérêts des Maliens, entendez-vous, battez-vous, la paix revient, la démocratie pleine revient, on crée les partis, mais là, de grâce, s'il vous plaît, créez des partis sérieux. Mais Gilles, tous les pays démocratiques qui se disent démocratiques, parce qu'aujourd'hui, je tiens à dire à nos frères maliens qui manifestent que la démocratie est une farce, une vraie farce. Parce que les médias français qui leur prêtent leur micro, pourquoi on ne leur demande pas, mais et vous, les élections en Ukraine, vous en faites quoi? Ils n'ont jamais posé une question sur les élections en Ukraine? Non. Parce que vous êtes des noirs, vous êtes des naïfs, vous n'êtes pas capables d'analyser les situations géopolitiques. On sait qu'on peut vous manipuler comme on veut pour obtenir de vous ce qu'on veut au détriment de vos populations. Donc, si on veut vraiment faire la démocratie dans nos pays, dis-moi en quoi on a besoin des dizaines de partis politiques. Mais le Mali a dissous les partis politiques. Je suis sûr qu'au moment de reprendre la formation des partis politiques, on ne va pas se retrouver avec autant de partis politiques qu'autant de populations maliennes. J'ai une autre question pour vous. L'Afrique, quand même, avait expérimenté à une certaine époque les partis uniques. Ça n'a pas donné des résultats extraordinaires. Mais je vais vous renvoyer la question, le temps de demander à Louis Kabaki, parce qu'il pense des mouvements de rue qu'organisent les leaders politiques dont les formations sont en voie de dissolution. Non, je trouve cela irresponsable dans un contexte de guerre, ça c'est clair. Parce que là, vous ne pouvez pas vous retourner contre un pouvoir qui a pris l'engagement ferme de vous reconquérir vos territoires, de vous sécuriser et de faire en sorte que chaque citoyen malien se sente appartenir à un patrimoine commun. Vous voyez? Donc ça veut dire tout simplement que
Si ces partis politiques-là s'organisent aujourd'hui pour faire des manifestations et donc créer du désordre, ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients, en tout cas ces leaders-là, ne sont pas conscients de l'enjeu énorme que constitue le terrorisme pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et puis vous aviez posé une question liée au préjudice que les leaders des partis politiques subiraient lorsque les partis sont dissous, mais c'est un faux problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes fertile d'esprit, vous avez de la matière, vous avez de la vision pour votre pays, et vous avez un engagement pour la cause commune, ce n'est pas l'instrument politique qui est et que vous devez engager, c'est votre personne que vous avez engagée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce dont nous disposons, vous avez la possibilité d'impacter significativement vos concitoyens à travers vos idées, à travers vos visions, à travers la pédagogie que vous utilisez pour faire passer vos messages, en tout état de cause. Moi, je vois par exemple un Choguel Maïga qui, bien que sorti de la primature, continue de poser des sujets assez pertinents lorsque, par exemple, le drone malien avait été abattu par l'Algérie. Choguel Maïga était sorti. Il n'était pas sorti en tant que président d'un parti politique, ancien premier ministre ou quoi que ce soit. Il est sorti en tant qu'intellectuel qui a de la matière et qui entend la partager avec son peuple pour les conscientiser, etc. etc. Voilà ce qu'en réalité, nous attendons de nos leaders politiques. Il faut qu'ils se cultivent, il faut qu'ils portent des valeurs identitaires endogènes, il faut qu'ils soient des gens qui sont revêtus de certaines qualités, qu'ils partagent à travers les créneaux dont ils disposent. Que le parti soit dissous ou pas, une fois que vous avez cette personnalité-là, et vous êtes nanti d'un savoir et d'un savoir-faire, vous avez les créneaux nécessaires pour les faire partager et rentrer justement dans le cœur de vos concitoyens. Il me semble que ce sont ces actes-là que ces leaders du Mali, du Burkina et du Niger ont posés et qui expliquent que, malgré le fait qu'ils ne sont pas venus par des élections, ils sont rentrés dans le cœur de leurs concitoyens. Il faut que nous comprenions qu'on est à un tournant décisif, en tout cas l'Afrique est à un tournant décisif. Les prédateurs extérieurs n'ont pas envie de démordre parce qu'ils puissent beaucoup de choses à travers l'Afrique et qui expliquent donc leur suprématie sur nous. C'est à nous de prendre conscience et de commencer à travailler sérieusement et rigoureusement pour construire nos pays. Mais là, il va falloir avoir des leaders qui sont réellement responsables, qui sont effectivement des leaders, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'agir par l'exemple pour impacter justement leur société. Et si vous nous suivez ce dimanche, nous sommes en direct que vous nous receviez sur satellite, application YouTube ou Facebook. Protégez-nous, likez cette émission, votre pouce. Commentez abondamment, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, et abonnez-vous à notre média, à nos médias sociaux. Partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique en pleine refondation. Excellence Ogoyou Kegewe, vous avez du mal à comprendre le mobile de ces partis politiques qui lancent les militants dans les rues. Alors, qu'est-ce qui les agite? Est-ce qu'il y a des mains derrière ces leaders? Même s'il y avait des mains derrière ces leaders, je ne condamne même plus ces mains. C'est les leaders que je vais condamner parce qu'ils ont une tête. Ils sont nantis d'une tête. On ne va quand même pas être là, tu es un vieux parti politicien de 30, 40, 50, 60 ans, et à chaque fois que tu fais des gaffes, il faut qu'on aille chercher la main qui est derrière toi. Nous, on te regarde, toi qui es devant nous là, qui veut créer des gaffes au Mali là, c'est toi qu'on regarde. Les mecs qui sont derrière toi, on les connaît. Ce n'est pas nouveau. Mais toi qui es malien, et tu acceptes que la partition de ton pays, qui accepte l'exploitation de ton pays par des pouvoirs étrangers, juste parce que tu veux être président, tu veux être ministre, tu veux être ceci, mais est-ce qu'ils pensent au reste des Maliens? Les Maliens qui meurent tous les jours au front, ces gens qui devaient marcher à Bamako, personne d'entre eux n'a eu un parent mort au front? Personne? Mais si vous avez chance que vos parents ne sont pas morts au front, ou bien vous avez un deal tacite avec les terroristes, auquel cas il faut qu'on vous juge, ou bien disons que vous avez de la chance. Maintenant, tu te rappelles Gilles, un autre politicien malien très connu, Cissé, il s'appelle quoi Cissé là? Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé, qui était un grand cadre de l'UEMOA. Mais il était candidat dans une atmosphère aussi floue, douteuse. Mais les terroristes l'ont enlevé. Ils l'ont gardé je ne sais combien de temps et quand on l'a relâché, il n'a pas vécu longtemps. Naturellement, les terroristes, je suis sûr qu'ils ne dorment pas dans des hôtels 5 étoiles. Donc quand ils t'enlèvent, toi, un homme politique de ce niveau, mais ils vont t'humilier, te piétiner. Et quand tu repars, ce n'est pas pour vivre longtemps. Maintenant, eux, les Maliens, tous, ils connaissent le cas là.
Si aujourd'hui, malgré la situation d'insécurité, puisque eux-mêmes ils disent que l'insécurité n'a pas diminué, tu vois la contradiction, eux-mêmes ils le disent. Maintenant, si malgré l'insécurité n'a pas diminué, vous voulez organiser des élections, passer faire la campagne, ça veut dire que votre maître que nous connaissons là a passé des deals avec les terroristes pour dire quand ceux-là viennent, ne les touchez pas, c'est mes hommes, quand ils vont prendre le pouvoir, on sait comment on va vous donner des miettes. Ce n'est pas possible. Mais, ou bien tout ce qu'on nous dit est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de djihadistes au Mali, les djihadistes n'ont jamais tué personne, qu'on n'a jamais pris Kidal, qu'on n'a jamais pris Tenzawaten. Bon, si c'est faux tout ça, là, nous allons dire à l'armée, mais dans ce cas, pourquoi vous ne laissez pas la vie politique suivre son cours normal? Or, rien n'est faux. Au contraire, on en dit le moins possible sur les souffrances qu'endure le peuple malien dans son ensemble, sans distinction de parti politique. Je ne sais pas quand les terroristes attaquent ou arrêtent les gens là. Si on leur demande, toi tu es de quel parti? Est-ce que toi tu es pour l'armée? Est-ce que toi tu es pour tel politicien? Non, on ne leur pose pas cette question, on les tue. Alors, donc si les gens aujourd'hui, malgré cette atmosphère, se lèvent et veulent des élections, je dis que c'est des gens, c'est des politiciens de pacotille. Parce qu'ils n'ont aucun esprit de sacrifice pour la vie et la survie de leur pays. Mais Gilles, je dis toujours, tous ceux qui veulent agir en politique doivent avoir un peu de référence historique dans leur tête. Les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, c'est ce qu'on nous dit, même si c'est eux qui envoient leur armée tuer, piller, casser, détruire les pays. Je parle de l'Irak, je parle de la Libye, je parle de tout ce que tu sais. Mais on dit qu'ils sont les plus grands démocrates du monde. Tu sais comment ça a commencé aux États-Unis? En 1776, quand ils ont pris leur indépendance, des mains des Anglais. Mais George Washington, le héros même de cette indépendance, il a régné sur les États-Unis pendant 13 ans, sans élection. C'était pour vraiment calmer, apaiser, ordonner, pour que quand on va faire les élections, qu'il n'y ait pas de crise. Effectivement, ils ont fait des élections et jusqu'à aujourd'hui, les gens apprécient ce que les pères fondateurs des États-Unis ont fait en ce temps-là. 13 ans sans élection. On donne aussi régulièrement l'exemple de Jerry John Rawlings au Ghana. Et De Gaulle. Et De Gaulle en France. Et pratiquement, il avait été élu par qui au début. Donc, il y a des gens. Et George Washington, tenez-vous bien, c'était un général. Il avait le titre de général. Il n'avait pas le titre d'opposant. Ça ne veut absolument rien dire dans un contexte de guerre. Le général George Washington a régné sur les États-Unis pendant 13 ans avant l'organisation de toute élection et il a profité du temps pour mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, les États-Unis sont un pays ordonné, démocratiquement, politiquement démocrate et tout. De Gaulle, il a bataillé comme il peut, élection ou sans élection. Il a pu créer, reposer les fondations d'une France digne et indépendante parce qu'il faut toujours rappeler ça aux Français et aux Africains. Quand les Américains sont venus pour soi-disant libérer la France, ils n'étaient pas venus libérer la France pour partir, c'était pour l'occuper. Ils ont même déjà émis une monnaie. C'était pour l'occuper. Et tiens-toi bien, tu sais qui ils allaient mettre pour gouverner la France? Les gens de Vichy, ceux qui avaient suivi Pétain. C'est leur préfet tout qui devait continuer à gérer la France. C'est là qu'on trouve le courage, le génie et le courage de De Gaulle qui a dit ah non, ça ne va pas, et ça ne va pas. Mais si c'était un politicien d'aujourd'hui, mais ils auraient tout donné aux Américains. Mais Luc Abaki, est-ce qu'il faut chercher des mains invisibles derrière les leaders politiques qui tentent de perturber la vie politique? Non, mais honnêtement, je pense qu'on doit quand même désormais dépasser cette étape qui est de fouiner pour voir qui est derrière, qui n'est pas derrière. Ce qui est sûr, on fait face à des gens, à des citoyens maliens qui sont censés connaître leur histoire, leur réalité existentielle et qui sont censés connaître aussi leur responsabilité vis-à-vis de la vie et des citoyens, des citoyens maliens. Donc, qu'il y ait des gens derrière ou pas, on s'en fout. Moi, je crois que ces leaders politiques-là doivent avoir quand même une bonne mémoire. L'ancien premier ministre malien, Moussa Mara, qui est aujourd'hui chef de parti politique, lorsqu'il était en exercice, il a osé aller au nord du Mali. Je pense que c'était à Gaoud. Il a été kidnappé. Pratiquement, sa vie était menacée par les terroristes. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, d'hommes politiques, ont la possibilité de circuler dans plusieurs villes du nord du Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail il y a eu un travail en profondeur qui a été fait par les militaires qui sont venus au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont vécu des réalités sur le terrain et ils ont compris qu'il y a tout de révoltant. Il fallait se sacrifier pour la cause du Mali.
Et c'est ce travail qu'ils sont en train de faire. Je ne comprends pas ce niveau d'ingratitude qui est aujourd'hui soutenu et entretenu par des soi-disant leaders politiques pour qui nous avons quand même du respect. Mais nous pensons qu'ils ont cette responsabilité historique d'accompagner ce travail-là qui est en train d'être fait parce qu'en réalité, les ennemis du Mali sont nombreux et ils ne démordent pas. Et la force du Mali doit résider dans l'unité, dans l'action dynamique et unitaire de l'ensemble de ces citoyens-là. La première responsabilité doit pouvoir revenir à ces leaders politiques qui sont au devant de la scène et dont la parole est censée porter. Je pense qu'on les attend beaucoup plus dans une forme de pédagogie qui mobilise les consciences autour de cette cause nationale du Mali, plutôt que d'être dans la diversion et dans la digression par rapport à cet impératif d'extirper totalement du sol malien l'action pernicieuse de ces terroristes qui finissent par décimer les vies. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une forme de banalisation de la vie humaine, au point où la mort ne dit plus rien à certains leaders politiques qui ne jurent que par le pouvoir, par l'accession au pouvoir, etc. Le deuil, lorsqu'il y a un deuil dans nos communautés, ce deuil-là emporte, en tout cas, la paix ou la quiétude de l'ensemble de la communauté. On dit tous les jours qu'il y a des attaques, qu'il y a des gens qui meurent. Et les gens, les leaders qui sont censés donner l'exemple ne s'en préoccupent même pas. Et leur problème, c'est d'accéder au pouvoir, c'est de semer du bordel, etc. Mais je pense vraiment qu'on ne peut pas être complaisant. C'est l'occasion d'ailleurs d'inviter les dirigeants maliens à se montrer plus rigoureux, plus fermes, plus structurés, plus organisés, et de sorte qu'il n'y ait pas de complaisance, qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que face à cet enjeu de guerre, on ne peut pas être complaisant. Autrement, ils risquent de se noyer tous ensemble. Oui, mais voilà. Comment expliquer le fait que le Niger, le Burkina, qui sont dans l'espace AES également, soient beaucoup plus calmes que ce qui se passe au Mali? Non, ils sont beaucoup plus calmes, mais qui te dit qu'on n'est pas en train d'organiser aussi? Ce qui se passe au Mali est organisé, c'est financé. Tes politiciens de pacotille, là, les démocraties bananières, là, mais ils ont les poches pleines. On leur a donné, il faut remuer la population. Ils doivent être peut-être en train, les auteurs sont en train d'organiser les mêmes choses au Burkina et au Niger. Mais j'ai l'impression qu'au Burkina et au Niger, il y a plus de patriotisme. Parce que je ne comprends pas. Regarde ce qui se passe au Burkina. Pourquoi à tout prix on veut en finir avec Traoré? Parce qu'il a commis, bon, excusez-moi le terme, il a commis l'imprudence de dire ben, on a 34 tonnes d'or. Ben, les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Quand Kadhafi avait l'or, nous on l'a attaqué, on l'a tué, on a pris l'or. Et toi, un petit là, tu sors d'où avec de l'or chez toi? Comment toi, un petit nègre, tu peux avoir de l'or? Alors, on va aller le tuer, on va prendre de l'or, c'était ça. Donc, ces pays, si tu es dans ces pays, et tu sais que c'est les richesses de ton pays qui attirent les gens, qui viennent te flatter comme le corbeau et le renard. On te dit, non, toi, tu es un très bon politicien, tu vois, tu es bien civilisé, tu as des diplômes, tu peux faire un très bon démocrate. Un bon démocrate en Afrique est un traître. Dès que tu es un très bon démocrate en Afrique, c'est parce que l'estampille, le cachet bon démocrate, on sait qui t'a donné ça. Et contre quoi on t'a donné ça. Donc, le Mali, comme il a dit, comme je l'avais dit, ce n'est pas la peine qu'on sait ce qui est derrière. Mais ce qu'on demande à ces opposants, mais vous réfléchissez ou non à vos concitoyens qui sont morts depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la moitié des armées occidentales avaient occupé le Mali? Et ça a donné quoi? En ce moment, vous n'avez jamais dit que ça ne change pas. Quand l'autre a eu le mérite, dont il se vante d'ailleurs, de canarder, de bombarder un convoi de mariés, 19 morts, voilà la prouesse de leurs armées au Mali. Là, vous n'avez rien dit. Il n'y a même pas eu de marche pour dénoncer ça. Maintenant, vos propres enfants sont là. Ils se battent. Mais Assimi Goïta, c'est un jeune, ses camarades, c'est des jeunes, eux aussi. Ils aimeraient voyager en première classe, aller à Paris, hôtel 5 étoiles. On leur amène des call girls et puis ils sont contents. Ils veulent faire. Eux aussi pouvaient faire comme vous. On sait comment les Européens vous tiennent par cette facilité complètement immorale et amorale. Donc, eux, ils se sacrifient. Ils disent, nous là, on est prêt à souffrir. On est même prêt à perdre nos vies. Mais l'essentiel que vive le Mali. Et vous êtes là, vous appelez les gens. Mais pourquoi on interdit les marches?
On n'a qu'à envoyer l'armée les attendre, on les ramasse tout, on envoie au front, et puis on n'en parle plus. Ouais, Luc, ces partis politiques réclament un retour à l'ordre constitutionnel. De quelle constitution parle-t-on, de quel retour? Parce Il n'y que avait pas le Mali, en 2023, en juin, je pense, a déjà voté une nouvelle constitution. Il n'y avait pas d'ordre constitutionnel en 2019 quand tous ces partis politiques étaient dans la rue pour réclamer le départ de Ibeka. Ibeka était un élu, non? Ce n'était pas un ordre constitutionnel qui a permis les élections qui ont conduit tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Je pense que c'est une question de cohérence, vous voyez, et de responsabilité. Et ça appelle aussi le regard que nous avons sur le pouvoir. En réalité, beaucoup de nos dirigeants pensent que, ou du moins des responsables politiques, pensent que, bon voilà, lorsque vous avez le pouvoir, ça doit être un instrument de jouissance. C'est-à-dire que c'est le summum de l'évolution. Et une fois que vous êtes dirigeant et que tout le monde s'efface littéralement à votre passage, bon, mais c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde. Non. Les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Abderrahmane Tiani sont des gens qui sont en train de sacrifier leur vie pour leur peuple. Est-ce que ces gens-là ont en réalité une vie? Parce que le fait d'être là à réfléchir à chaque minute sur comment faire pour améliorer la vie de tes concitoyens, pour les sécuriser, pour trouver des solutions leur permettant de s'épanouir, etc., etc. Est-ce que vous avez une vie? Ils auraient bien voulu être aussi des jouisseurs, voilà, qui profitent de la dividende que le labeur du peuple produit. Mais ils sont au front tout le temps. Ça veut dire tout simplement que ne devrait pas accéder au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et ce pouvoir-là exige un minimum de sacrifice. Sinon, un sacrifice inouï qui permettra, bien sûr, de générer en tout cas des dividendes qui feront que vos œuvres vont parler en votre nom, même en votre absence. Vous oubliez les moyens qu'ils doivent chercher pour lutter contre les pressions, les attaques, les déstabilisations. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, à partir du moment où ces pays-là font face à des fronts extérieurs, des gens redoutables au plan international qui s'organisent pour les abattre. Normalement, leur force devait être le soutien ferme dont les partis politiques, les citoyens, en tout cas toutes les composantes de la société malienne devraient faire preuve vis-à-vis de leurs dirigeants. Quelle est cette incohérence? Quelle est cette indécence qui consiste à attaquer les dirigeants aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur? Mais c'est de l'inconscience et de l'insouciance. C'est tellement révoltant qu'on se demande mais comment les gens ont une mémoire aussi courte? Le Mali était déchiqueté de toutes parts. L'ambassadeur a bien rappelé tous les prédateurs qui étaient dans ce pays-là et qui siphonnaient littéralement les ressources dont dispose ce pays. Je pense que Assimi Goïta a le mérite d'avoir été le pionnier dans cette lutte, en tout cas dans cette nouvelle idéologie qui consiste à affirmer la souveraineté, l'indépendance et la liberté de nos pays, de sorte qu'on puisse se disposer de soi et de disposer de nos ressources. Comment ils peuvent oublier ça? Comment ils peuvent manquer de célébrer un tel personnage et l'exhorter à faire mieux? C'est vrai, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Ça veut dire qu'il y a encore du chantier. On peut comprendre ça. Et c'est là où on pense que les leaders politiques devraient participer à la réflexion sur les moyens, les stratégies à adopter pour que l'État malien soit plus moralisé, que la corruption, en tout cas tout ce qui est faiblesse et qui affaiblit justement le mécanisme de fonctionnement d'un État normal puisse être extirpé de la vie du peuple malien. Oui, ben, Excellence, donc les politiciens maliens et d'ailleurs doivent intégrer dans leurs analyses le fait que ces dirigeants actuels, les dirigeants des pays, soient soumis à des pressions externes, luttent contre des déstabilisations, des coups d'État tous les jours, des tentatives d'assassinat. Ils doivent intégrer ces éléments dans leurs analyses. C'est choquant quand les mêmes politiciens disent que la situation sécuritaire s'aggrave. Ils le disent. En même temps qu'elle s'aggrave, ils l'aggravent davantage. Le premier soutien des Goïta, des Traoré, des Tiani devait être les leaders des partis d'opposition. C'est eux organisés qui devaient les soutenir pour dire nous sommes avec vous jusqu'au jour où vous mettez l'ordre dans ce pays et nous irons aux élections démocratiques. Et nous savons que même après ces élections démocratiques, nous avons besoin de l'armée pour stabiliser et continuer à garantir notre sécurité. C'est ce qu'un homme politique sérieux, réfléchi, devait dire dans ces trois pays-là. Mais tu ne vois pas toi-même que ça fait pitié. Ça fait pitié, Moussa Mara, toute la bande là. Tu ne vois pas que ça fait pitié? Tu te demandes, mais est-ce qu'ils sont normaux?
Est-ce qu'ils réfléchissent, ils ont pitié de la population malienne? Mais venez vous battre, quand la paix revient, on fait les élections. Est-ce que les militaires ont dit qu'ils veulent rester éternellement au pouvoir? Eux aussi, laissez-les. Ils iront s'amuser un jour quelque part, quand ils auront fini de sauver leur pays. Il faut sauver le pays. Oui, mais la question aussi, c'est ça. Ceux-là, ils ont l'impression que ça dure, parce que la transition... Pourquoi ils se fient à leurs impressions au lieu de regarder la réalité qui est face d'eux? Puisque les mandats au Mali, Burkina ou Niger ont été prolongés sur des délais précis. Pourquoi ils ont l'impression? Ils ont quelle impression? C'est des impressions dictées de l'extérieur. Ah, faites vite, on a besoin de votre or et votre pétrole pour sortir de la faillite totale de nos pays. Allez, il faut aller vite. Vous voulez quoi? Combien de milliards? Allez, prends. Combien d'appartements? Allez, prends. Combien de call girls on t'envoie par avion à Bamako tous les jours? Allez, prends. Mais c'est ça le problème. Mais comment tu peux dire toi-même que l'insécurité s'aggrave et tu veux organiser des élections? Oui, mais une question concrète, Luc Kabaki. Oui. De la politique fiction, supposons qu'on donne le Mali aujourd'hui à ces politiciens, il a cité longuement un nom. Est-ce qu'ils sont en mesure de gérer ce que les militaires sont en train de gérer aujourd'hui? En tout cas, je ne sais pas si je suis habilité à répondre à une telle question. Mais je rappelle que nos pays sont indépendants depuis 1960. Ça fait plus de 6 décennies que les civils, démocratiquement élus, ont toujours occupé le fauteuil présidentiel. C'est quoi le résultat? Et dans le contexte précis du Mali, mais le terrorisme a duré combien d'années là-bas? Depuis 2012, le Mali a commencé à être attaqué. Mais quand aujourd'hui on nous dit que les politiciens ont le sentiment que ça dure, Assimi Goïta fait combien de temps déjà? C'est quoi ces résultats? Assimi a le mérite d'avoir réorganisé l'armée malienne, d'avoir équipé l'armée malienne, d'avoir fait un travail de fond. D'une force, des forces armées maliennes. Le Mali fait 1 240 et quelques kilomètres carrés. Voyez toute cette superficie-là. Comment on peut réorganiser cet État-là, ce territoire-là, en un temps record? Et puis, ça dure par rapport à quoi? C'est les résultats qu'on observe, c'est la dynamique amorcée qu'on apprécie, ou bien c'est l'ambition personnelle qu'on nourrit, qui les rate et qui leur donne le sentiment qu'ils sont en train de prendre des coups de vieillesse et que, écoutez, si on ne leur donne pas le pouvoir à temps, ils risquent justement de mourir sans l'exercer. Écoutez, on avait parlé de Raoul à l'instant même. Lorsque Raoul a fait son coup d'État, le premier coup d'État a échoué, et quand on l'a extirpé de la prison, il a essayé de mettre de l'ordre, en tout cas même d'aller jusqu'à éliminer certains officiers, certains anciens présidents. Mais après 3 mois, il a commis l'erreur monumentale de redonner le pouvoir aux civils. Mais en moins de 2 ans, c'était encore pire. La situation de corruption, de la malgouvernance, etc., était encore pire que ce qu'il avait dénoncé et qu'il avait amené à faire le coup d'État. Lorsqu'il a repris, en 1981, le pouvoir, il a dû l'exercer pendant 11 ans sans aucune forme d'élection, sans quoi que ce soit. Mais il a eu le mérite. Il est devenu un héros pour le Ghana aujourd'hui parce que durant tout ce temps, il a restructuré l'État. Il a mobilisé des consciences autour des enjeux majeurs qui concernent le peuple ghanéen. Et c'est ce qui a permis que, écoutez, aujourd'hui, nous tous, nous félicitons de la démocratie ghanéenne. Il me semble que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abderrahmane Tiani sont dans une telle mission. Ils n'ont même pas droit à l'erreur parce qu'ils ont déjà engagé une dynamique qui a mobilisé des consciences, non pas seulement dans le Sahel, mais à travers l'Afrique dans son ensemble. La preuve en est que nous sommes au Togo, mais nous consacrons autant de temps à un sujet pareil, parce que nous considérons qu'à travers leurs œuvres, l'Afrique va trouver une issue. Ce sont des actes qui doivent pouvoir s'étendre et se métastaser à travers l'Afrique dans son ensemble, de sorte que l'affranchissement dont on a tant parlé, qu'on a tant vanté et exalté, puisse être une réalité sur notre continent. Excellence. Si on leur donne le pouvoir aujourd'hui, c'est simple. Ils vont appeler les armées de ce que tu connais de venir se réinstaller. Eux, comme c'était des armées d'orpailleurs et non de guerriers contre les terroristes, donc ils viennent avec leur logistique lourde pour faire de l'orpaillage en complicité avec les terroristes. Parce que quand on découvre l'or dans le village X, on demande aux terroristes d'aller attaquer le village X. Les terroristes vont massacrer les gens là-bas. On prend ça pour prétexte pour y installer les armées de sauveurs qui en réalité sont des armées d'orpailleurs. Donc s'ils viennent, ce sera le même schéma. On va entraîner leurs militaires avec des bâtons. Tu t'imagines, Gilles, tu es un jeune, tu rêves d'aller dans l'armée.
tu rêves de sauver ton pays, tu rêves de te battre. Et on te donne des bâtons comme les enfants font au village pour s'entraîner. Ils te le bâton, boum, 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 tu es militaire. Aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger, on est sorti des bâtons, boum, boum. Mais les pays qui s'entêtent à suivre là-bas, mais on sait ce qu'on pense d'eux. On a même eu à dire que non, qu'ils ne sont pas assez structurés pour acheter des armes. Tu t'imagines? On leur propose d'ailleurs de négocier avec les terroristes. Et on va même, voilà, justement, on leur dit, mais il faut négocier, ne faites pas comme les trois égarés du Sahel, mais négociez avec les terroristes. Nous, on est avec vous, les terroristes, c'est nos enfants, on leur dira, ils vont être très gentils. Il n'y a pas de problème, négocier avec eux. Mais donc, tu vois que tout cela, un homme qui aime son pays ne peut jamais accepter ça. Ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger, ces dirigeants n'accepteront jamais cette façon de voir ou de régler les problèmes. On ne peut pas vendre le pays aux terroristes parce que les terroristes vont garantir l'exploitation gratuite des richesses de nos pays pour envoyer dans ces pays qui sont tellement mal gérés qu'ils sont en faillite totale, à tous les plans, faillite totale. Mais Lucas Baki, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas reprocher aux leaders de la transition au Mali là-bas d'avoir tergiversé à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas été très fermes dès le départ. Et ils ont commencé par fixer des délais de 3 ans, de 5 ans pour la transition. Et ensuite, même des dates d'élection avaient été esquissées avant de comprendre finalement que la situation devait durer plus que prévu. Vous savez, dans l'armée, il y a un credo qui dit que c'est le terrain qui commande l'attitude à adopter. C'est vrai, ils ont des intentions au départ pour dire, bon, mais écoutez, c'est là d'ailleurs la preuve qu'en réalité, ils ne sont pas des sensus qui sont venus pour s'accrocher au pouvoir comme un instrument de jouissance. Ça veut dire qu'ils ont un objectif qui est clair, qui est donc de rétablir l'ordre et donc d'organiser des élections, de sorte que le plus méritant puisse y accéder. Mais il se trouve que justement, la conspiration des ennemis est réelle, permanente et même s'accentue. Et donc, dans un tel contexte, vu le niveau précaire dans lequel le pays se trouve, vu l'instabilité qui est encore là, malgré les efforts aussi consentis, ça veut dire qu'on ne peut pas effectivement aller tout droit. N'oublions pas non plus que Assimi Goïta est quand même le pionnier de cette politique de souveraineté. S'il a été quand même un héros lorsqu'il a pris le risque de dire, ben écoutez, je ne veux plus des armées extérieures. Vous avez vu tout le tollé que cela avait créé, on l'avait pris pour un guignol qui est en train de s'amuser parce qu'en fait, il ne peut pas rester au pouvoir, même une seconde de plus, si jamais ces armées extérieures partaient. Donc c'est pour dire que, oui, on peut comprendre qu'ils n'ont pas été fermes, qu'ils n'ont pas pris des décisions rigoureuses et rectilignes dès le départ, mais c'est lié justement au contexte et aux réalités existentielles du Mali. Vous voyez? Donc je pense qu'il est de la responsabilité, en tout cas de ces pseudo-intellectuels, parce que je considère que tu ne peux pas t'autoproclamer leader de l'opposition, chef de parti politique, si tu n'as pas quand même un contenu substantiel sur le plan de l'intellect, sur le plan de la réflexion, sur le plan de la capacité à transmettre un savoir et savoir-faire. Donc, ces intellectuels-là devaient poser le diagnostic le plus propre possible. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a des études qui ont été faites au Mali. Ça, je pense que c'est une réalité qui n'est pas seulement propre au Mali, mais les universités ont fait des études au Mali pour voir le niveau de crédibilité des leaders politiques. Il se trouve que les partis politiques drainent beaucoup de carences. Il y a d'abord les capacités d'une certaine représentativité. Il y a la personnalisation à outrance des partis politiques, c'est-à-dire que la vie même du parti repose sur un individu, vous voyez? Et donc, il y a aussi le manque de vision, etc. Ça, c'est des universités maliennes qui ont fait ce genre d'études-là. Ça veut dire que l'opposition elle-même doit pouvoir être capable de se remettre en cause et de voir dans quelle mesure elle peut rendre plus crédible sa parole, se rendre plus efficace pour les Maliens, même si elle n'exerce pas le pouvoir. Parce que ce n'est pas en étant dans le fauteuil présidentiel qu'on peut être utile à sa société. Par nos idées, par nos actions, par nos initiatives, par la pédagogie à travers laquelle nous nous exprimons, nous pouvons impacter positivement et durablement nos concitoyens. Et c'est à cela qu'on les exhorte justement. Une dernière question avant de
d'aller à la pause et de recevoir les contributions des téléspectateurs. Je rappelle un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous envoyer vos messages, plus 228 96 08 43 43, 228 96 08 43 43, des messages et non des appels WhatsApp, et je me ferai le plaisir de relayer vos contributions. Pour finir donc cette première partie, Excellence, que doit faire désormais Assimi Goïta pour maintenir un climat de calme nécessaire à la poursuite de ces réformes à la tête de l'État malien? Non, vous avez d'abord demandé pourquoi au début ils n'avaient pas fait preuve de fermeté. Mais eux, en homme raisonnable, logique, tous les Maliens ont tellement souffert de cette affaire de terrorisme et d'exploitation extérieure qu'ils n'ont jamais imaginé qu'un Malien majeur, c'est-à-dire qui dépasse les 18 ans, puisse se lever aujourd'hui et se mettre dans le désordre juste dans l'intention de faire revenir et les terroristes et les exploitants pour prendre le Mali en main. Maintenant qu'ils le savent, c'est à eux de trouver les voies de fermeté qu'il faut pour que les choses marchent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les gens ont tiré les ficelles de l'extérieur, les marionnettistes sont à l'extérieur. Donc, tout ce que tu leur dis ici, les Moussa Mara et toute leur bande, ça ne leur dit rien parce que le marionnettiste est quelque part qui réfléchit à sa place, qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc la suspension des activités politiques, vous y adhérez? Mais si je n'y adhérais pas, devant leur réaction maintenant, je dirais qu'il faut le faire. C'est ça le problème. Si je n'y adhérais pas, leur comportement actuel fait que j'allais dire, mais écoutez, les officiers là, si vous vous amusez, un politicien, c'est un politicien. Hein. C'est une race à part. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous nés togolais, mais quand on fait la politique là, on devient une race à part. Donc les politiciens sont une race à part. Donc si tu leur fais confiance sur leur figure, en disant que bon, on a tué des Maliens, on a pris une partie du Mali, on a fait ceci, on a fait cela, ils sont des hommes raisonnables, ils ne peuvent pas cautionner ça, et brusquement tu te rends compte qu'ils cautionnent ça. Ils appellent ça de tous leurs vœux. Élection démocratique en Afrique veut dire esclavage. Chercher à réduire nos pays en esclavage. C'est ça la démocratie. Mais eux, au Mali, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. En Roumanie, quelqu'un a gagné les élections démocratiquement, on l'a chassé. Parce qu'il a gagné démocratiquement, on l'a chassé. Donc eux, ils ne sont pas au courant de comment on gère la démocratie, que ça, après tout, chacun gère selon ses intérêts. Que ça s'appelle démocratie ou dictature, il faut que ce soit géré dans l'intérêt du pays, des populations. C'est ça qui est le plus important. C'est tout. Le Kabaki, que doit faire Assimi Goïta? Non, il n'a pas d'autre chose à faire que de gouverner le pays avec la plus grande fermeté, la plus grande rigueur, en ayant à l'esprit la recherche de l'épanouissement et du bien-être du peuple malien. Je dis, moi je serais d'avis si l'opposition se mobilisait aujourd'hui pour dénoncer les manquements de la gouvernance d'Assimi Goïta. C'est-à-dire que si on constate des cas de corruption, des cas de malversation, des cas de, je sais pas, en tout cas tout ce qui est faiblesse et qui est de nature à trahir le projet de création de la richesse commune et du bien commun, mais on ne peut qu'accompagner cela. Mais si l'opposition s'organise juste pour une question de pouvoir, c'est-à-dire que, vu les enjeux actuels, sa préoccupation n'est pas de faire tout pour pacifier le pays, pour sécuriser le pays, pour stabiliser le pays, mais c'est comment faire pour accéder au pouvoir et on instrumentalise le peuple innocent, mais on ne peut que se révolter parce que tout ce combat que Assimi Goïta et les siens ont mené, nous l'avons accompagné. Et nous l'accompagnons justement parce que nous savons que, et de bon sens, que c'est la voie par laquelle l'Afrique pourra se libérer demain. Peut-être que les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec ce que vous avez dit. Ils ont la possibilité de réagir. Je redonne encore le contact plus 228 96 08 43 43. Pour la seconde partie, ce sera vos contributions. À tout de suite.